La Russie est-elle une grande puissance? Alors pour comprendre les problèmes actuels de ce pays et en même temps les solutions dont il dispose pour les résoudre, je vous propose de regarder quelques cartes qui vous aideront à comprendre les constantes, c'est-à-dire les contraintes qui pèsent sur la Russie. La Russie est le plus grand pays au monde, 17 millions de kilomètres carrés. Pour rappel, les États-Unis font environ la moitié en superficie, à peine 10 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est le cœur même de l'Eurasie. Avec son extension presque horizontale sur un linéaire de 9000 km, elle s'étend de la porte de l'Europe à l'extrémité de l'Asie, soit de Kaliningrad au détroit de Bering, ce qui fait 11 fuseaux horaires différents. Quand il est midi à Moscou, il est 19 h sur l'île de Sakhaline. Ce pays est immense et pourtant il est presque enclavé, entouré par 14 États voisins. Il ouvre aussi sur de longues frontières maritimes donnant sur la mer Baltique à l'ouest, la mer de Barents au nord-ouest, l'océan glacial arctique au centre, la mer de Bering, la mer d'Okhotsk et la mer du Japon à l'est. Et au sud, la mer Noire et la mer Caspienne. Et pourtant, toutes ces frontières maritimes sont fermées. Au nord par la banquise pendant 6 mois de l'année, d'octobre à mars. Au sud, la Caspienne est une mer fermée, n'ouvrant sur aucun océan. La mer Noire est fermée par le détroit du Bosphore, contrôlé par la Turquie, et c'est bien pour cela que l'on dit que la Russie est une puissance continentale et non maritime, et que sa géopolitique la pousserait à chercher toujours l'accès aux mers chaudes. L'absence de relief a poussé ce pays à vouloir toujours, là aussi, s'étendre et à rechercher des frontières naturelles pour assurer la protection du pouvoir central, notamment les montagnes du Pamir et de Tian Shan en Asie centrale, le désert du Karakoum en Turkménie, le fleuve Amour et la mer de Bering en Extrême-Orient, et enfin les monts du Caucase au sud. Plus de la moitié de ce pays est situé au nord du 60e de latitude nord, ce qui est la latitude du Nord-Canada ou celle du Groenland. Le régime de plaine laisse pénétrer loin à l'intérieur du pays les masses d'air venant de l'Arctique. Voilà pourquoi la Russie est un pays froid, ouvrant sur la taïga et la toundra. C'est là que se trouve le pergélisol, ce sol gelé en permanence qui rend impossible la moindre agriculture. Les terres arables russes représentent 24% de la superficie totale du pays, et pourtant c'est un potentiel faiblement mis à profit. Seulement 4,5% de la superficie totale russe est effectivement cultivée. Donc peu de terres exploitées, mais sur d'autres points, la Russie est bien dotée. Sur cette immensité, elle détient la plus grande zone forestière du monde. C'est un atout considérable pour l'industrie du bois et du papier, mais aussi pour le tourisme et la biodiversité. La Russie n'est pas menacée non plus par la pénurie d'eau dans les années à venir. Elle est dotée de fleuves immenses tels que la Volga, l'Ienisseï, la Lena, l'Amour et de nombreuses autres voies navigables. Alors pourquoi cette longue description de la géographie? Eh bien parce que la géographie exerce une contrainte très forte sur le fonctionnement de ce pays, sur son économie et sur les conditions de vie de ses habitants. Donc justement, qui habite là? En très grande majorité, un peuple d'origine slave, les Russes, qui forment 80% de la population, même s'il existe bien sûr de nombreux autres groupes ethno-linguistiques en Russie. La population du pays est concentrée dans les villes, donc très inégalement répartie sur le territoire, avec une densité d'occupation du territoire en grand déséquilibre, entre 40 et 60 habitants au kilomètre carré à l'ouest et au sud, contre moins de 1 habitant au kilomètre carré dans certaines régions de l'extrême-orient russe. Enfin, ce pays est face à une perte constante de population depuis la fin du RSS, et cela s'explique par plusieurs facteurs. L'espérance de vie a diminué par rapport à la période soviétique, surtout chez les hommes. Le nombre des décès est supérieur à celui des naissances. L'indice de fécondité est de 1,5 enfants en moyenne par femme, donc la population ne se renouvelle pas. La pyramide des âges de la Russie est très claire. On remarque d'abord la répartition inégale et déséquilibrée entre les hommes,
et les femmes, qui sont plus nombreuses, notamment à partir de 55 ans. Ensuite, on constate le déclin de la population de moins de 15 ans. Donc, la Russie vieillit. À cela s'ajoute un mouvement de migration. Plusieurs dizaines de milliers de citoyens russes quittent le pays chaque année. La Russie perd environ 800 000 personnes par an. La population de la Russie était de 148 millions en 1990. Elle est de 140 millions 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010. Donc, géographie physique, population. Regardons maintenant une troisième carte portant sur l'économie du pays. En apparence, la Russie se porte plutôt bien, avec des taux de croissance au-delà de 5% en 2007 et 2008. La Russie est riche en mines, fer, bauxite, nickel, cuivre, étain, plomb, de l'or, du mercure, mais aussi des phosphates, des diamants, de l'uranium, du charbon, et puis bien sûr il y a le gaz et le pétrole. Dans ce domaine, l'Union européenne est l'interlocuteur privilégié. L'Union européenne importe de Russie plus de 25% de ses hydrocarbures, et Bruxelles prévoit d'ailleurs d'ici 20 ans une hausse considérable de ses besoins énergétiques. Mais cette dépendance est mutuelle. L'Union européenne est le premier marché pour les gaz et pétroles russes. Grâce à ses exportations d'hydrocarbures, Moscou encaisse tous les jours environ 650 millions d'euros, soit 40% de ses recettes annuelles. Cela pour dire qu'il y a en fait peu de diversité dans les sources de la richesse de la Russie, et que si ce pays veut peser dans l'économie mondiale, il va devoir faire autre chose qu'extraire des hydrocarbures. Il va falloir produire, parce que la majeure partie de ces biens de consommation, aussi bien alimentaires que manufacturés, sont importés. Il devient donc urgent de diversifier, car la rente des hydrocarbures ne fait pas de la Russie un pays moderne. Pour preuve, les infrastructures électriques sont obsolètes, tout comme les réseaux de transport, ce qui constitue un handicap majeur vu l'immensité de ce territoire. Donc si la Russie veut être plus compétitive, il va falloir investir en interne et développer le marché intérieur. Et pourtant, les investisseurs privés ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans des projets qui rapporteront dans 10 ans, car le niveau de risque est élevé et les procédures bureaucratiques sont lourdes. Le retour sur investissement est en fait trop éloigné. Ce qui veut dire que seul l'État peut se permettre de miser sur des projets à long terme. Alors entre 2004 et 2007, 9 corporations d'État ont été créées sous le contrôle du Premier ministre de la Russie. Leur objectif est le développement de secteurs économiques centraux, tels que l'assurance des dépôts bancaires, l'aéronautique, la construction navale, une banque de développement, les nanotechnologies, le nucléaire, la construction de logements, ou de façon plus conjoncturelle, l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi. Alors si elles sont à 100% sur fonds publics, le statut de ces corporations est assez particulier. Ces compagnies recevront de l'État des fonds, plus de nombreux actifs, mais elles peuvent mener des projets avec des investisseurs privés ou bien décider d'être cotées en bourse. Ces holdings sont appelés à être totalement privatisés à terme, ce qui se traduit de fait par une privatisation de fonds publics transmis par l'État. La plupart des corporations d'État ont été créées en 2007, alors que Vladimir Poutine se préparait à quitter la fonction présidentielle pour celle de Premier ministre. Alors en forgeant ces monstres étatiques, dirigés par des proches et alimentés par le budget, le chef du gouvernement s'est constitué une sorte de cabinet des ministres parallèle. La cartographie du siège de ces compagnies nous montre sans surprise qu'elles sont majoritairement à l'ouest du pays. Or, c'est aussi vers l'est que la Russie pense sa politique, en particulier vers la Chine, avec laquelle elle a 4300 km de frontières en commun. Pékin est un partenaire stratégique que Moscou ne néglige pas, à la fois pour sa demande en hydrocarbures, évidemment, mais aussi pour ses ressources en main-d'œuvre. Alors pourquoi vous parlez de cela? Eh bien parce que les perceptions sont trompeuses. Voilà donc l'État le plus vaste du monde, doté d'un siège permanent au Conseil de sécurité, d'un arsenal nucléaire qui reste considérable, qui se pense en termes géopolitiques comme un pont entre le système européen et le système asiatique, et qui veut projeter une image de puissance. Sauf que la Russie est en fait une puissance moyenne,
le volume de ces échanges commerciaux internationaux est 4 fois moins important que celui de l'Allemagne, par exemple. Elle se place aussi loin derrière la France et les Pays-Bas. Alors un suivi sur le long terme du montant des investissements étrangers vers la Russie et de la fonction exacte de ces corporations dont je viens de vous parler permettra de mesurer l'évolution de la place de la Russie dans la compétition mondiale. Alors dans un prochain numéro, je vous parlerai de la vision russe de sa propre sécurité et de ses relations avec ses voisins, qu'ils soient proches ou lointains. Alors vous pouvez approfondir ces questions en lisant le dossier de la documentation française, les problèmes économiques. La Russie cherche sa voie, avec tout un article estimant que la Russie est le nouvel homme malade de l'Europe. Sur les droits de l'homme, où il y a beaucoup à faire, vous pouvez lire le dossier d'Amnesty édité chez Autrement. Et puis une perspective plus large encore, la livraison de l'État du monde 2010, qui consacre un long chapitre à la Russie. Puis je vous rappelle que 2010, c'est l'année de la Russie en France.